C'est l'art de la retenue, ouais. C'est savoir retenir et jouer aussi d'astuces pour retenir et multiplier. Can she be late for her Pardonnez-moi dinner? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Pour ce nouvel entretien dans TCS, je suis très heureux de pouvoir mettre en avant un métier qui me tient énormément à cœur, celui de monteur. En effet, nous recevons cette semaine la monteuse du crime du 3e étage, Sophie Fourdrinois. Bonjour Sophie, comment vous allez? Très bien, plutôt très très bien, très heureuse de partager enfin le film avec vous, l'ensemble des spectateurs. Voilà, je suis très heureuse que le film soit enfin là voilà, parce que c'est un long processus de travail pour nous, enfin pour l'ensemble de l'équipe. Et une sortie, forcément, est toujours remplie de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et d'espoir pour que le film puisse plaire et être accueilli avec tout l'amour, je pense qu'on a Hmm. essayé d'y mettre. On va revenir sur le film, mais comme je le disais en intro, donc c'est avec un plaisir certain qu'on va parler de cut, de bande montage et de logiciel à vide pour cette nouvelle Ouais. interview. Mais avant de parler concrètement de votre travail sur le crime du 3e étage, est-ce que j'aimerais connaître, Sophie Fordrinois, votre parcours et ce qui vous a donné envie, vous, d'être monteuse? Oh, alors c'est une longue histoire puisque j'aurais aimé, je pense, m'orienter vers des études littéraires. Ça m'a pas été permis parce que j'ai grandi à une époque où il était bon pour être dans les bonnes classes de faire des maths. Donc je me suis retrouvée dans un processus qui n'était pas forcément celui que j'aurais aimé. Euh, j'ai réussi à un peu me venger de tout ça et de ce parcours pour ramener la narration que j'aurais aimé à l'écrit avec le montage. Donc j'ai transposé ma passion littéraire sur le montage en étant passée par évidemment de la technique et des choses, oui, assez techniques finalement, pour rebondir sur cette envie de raconter des histoires et surtout de faire voyager mes émotions au regard des réalisateurs avec lesquels j'ai pu travailler et des histoires qui m'ont été confiées. Et J'ai un parcours un peu particulier puisque je ne viens pas du long métrage. J'ai démarré par le clip vidéo. Enfin, avant le clip vidéo, j'ai eu la chance quand même d'apprendre le montage en traditionnel, pellicule, ce qui a été une grande chance parce que c'est une économie folle en termes hmm, de praticité, le traditionnel, la pellicule même. Mais vraiment, mes tout premiers pas au montage ont été avec la musique et le clip vidéo, ouais, pour lequel j'ai énormément travaillé. Et puis ensuite, j'ai découvert l'univers aussi du film publicitaire avec des réalisateurs de par le monde qui m'ont beaucoup, beaucoup appris, avec lesquels enfin, j'ai pu vivre des expériences assez incroyables sur des très, très belles campagnes. Et puis, parallèlement à tout ça, le court-métrage, la série, et puis le long-métrage, voilà, qui s'est installé progressivement et en parallèle de tout le reste. J'essaye encore aujourd'hui de maintenir un peu toutes ces cartes en main, ce qui est pas toujours facile, mais ce qui est important pour moi, parce que c'est la diversité qui fait le charme, surtout, du montage. ouais, et ça permet de changer les expériences et de pas toujours être sur le même type de projet et d'avoir une espèce de Oui, routine, quoi, j'imagine. c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas un film pareil, il n'y a pas de recette au montage, il n'y a que... ouais, c'est un laboratoire qui, en tout cas, qui ne se répète pas pour moi. Je n'aborde jamais un film de la même manière. D'ailleurs, pour une raison assez simple, c'est que je ne travaille jamais avec les mêmes... Enfin, chaque réalisateur a sa sensibilité, chaque réalisateur a ses exigences. Et on est là pour traduire en tant que monteur tout ça, quoi.
Et alors, Le Crime du troisième étage, c'est pas votre première collaboration du coup avec Rémi Besançon, puisque vous aviez travaillé aussi sur son précédent long, Un coup de maître. Est-ce que vous pouvez Oui. nous parler du tandem donc que vous formez avec Rémi Besançon et rapidement aussi de ce travail sur ce premier film? Ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de travailler avec Rémi parce que c'est un réalisateur, c'est au-delà d'être un très bon réalisateur, c'est surtout un magnifique scénariste aussi. C'est quelqu'un qui sait s'amuser avec le montage et qui l'utilise à merveille dans une temporalité qui est pas tout à fait, on va dire, traditionnelle. Donc j'aime comment Rémi s'amuse avec le montage. Et j'ai été patiente, hein, puisque ça fait plusieurs films, que ce soit sur Nos Futurs qu'il avait pu faire précédemment ou même l'affaire Henri Pic, Hmm. je rêvais déjà de travailler avec lui, euh, ce qui n'a pas été forcément possible. Enfin, mais donc voilà, ça faisait un moment que j'attendais et quand on se rend compte sur un coup de maître, forcément, j'y accorde une grande importance parce que c'est quelqu'un que j'ai envie d'accompagner et on s'amuse beaucoup. Sur un coup de maître, on a ces deux comédiens formidables, Vincent Macken et Bully Lanners, qui nous font une très belle démonstration de l'amitié. C'est aussi une histoire d'amour véritable, liée par l'amitié, mais et un thème qui me tenait à cœur parce que ça se passe dans le monde de l'art et dans les fourberies du monde de l'art. Donc on s'est beaucoup amusé avec Rémi, on s'est très bien entendu et je suis très heureuse qui m'ait accordé la confiance d'une nouvelle collaboration. Ouais, c'est vrai que dans Le Crime du troisième étage, du coup, les comédiens s'amusent aussi énormément. En tout cas, nous, on le ressent en tant que spectateur du film. Le film, alors, je le dis pour la petite histoire, vu que j'étais dans les petits papiers aussi, il s'appelait Bazar, en référence à Fenêtre sur cour à la base, le film. Est-ce que dans le cinéma français, on vous propose souvent ce genre de projet qui s'écarte aussi un petit peu du film d'auteur traditionnel ou de la comédie pure? Non, c'est assez rare parce que je dirais que malheureusement le cinéma français est il est réparti d'une manière assez stricte. C'est-à-dire qu'on aime bien en France ranger les choses dans des cases. La comédie où on est pure comédie, l'action où on n'est que action, le film d'auteur, voilà, et je trouve ça assez rare d'avoir un film qui peut autant s'amuser avec la comédie, mais ce film, c'est aussi un très grand hommage au cinéma. Il est truffé de références. On s'est régalé avec Rémi à réécouter toutes les interviews d'Hitchcock, à comprendre cette, euh, cette manière qu'il avait pu avoir d'étirer le temps, de... Et enfin voilà, toutes les références cinématographiques de Rémi enfin, c'était vraiment un véritable cadeau pour moi que de réexplorer le cinéma, puisque j'ai revu aussi chacune de ces références pour essayer d'aborder Bazar au mieux, quoi. Ouais, Donc, Bazar, le titre original est un hommage à Fenêtre sur cour, mais c'est juste pour expliquer ouais. aux auditeurs, c'est le magazine que couvre et que lit Grace Kelly à la fin du film, au moment où le générique de fin démarre. Ouais, effectivement, et on l'aperçoit encore donc cette petite scène dans le film. C'est un dernier Oui. élément qui nous rappelle que le film s'est appelé Bazar en même temps, comme ça à une époque. Effectivement, quand vous arrivez sur un projet comme celui-là, où Alfred Hitchcock, qui a fait voilà des films qui sont purement des films de cinéma et où la question du montage, c'était Georges Tomasini, son monteur-titre, était super importante par rapport au suspense. C'était un challenge du coup de devoir passer derrière ça, j'imagine. Ouais, c'était un challenge, mais c'était surtout un honneur parce que je pense que moi qui suis passionnée de montage, là pour le coup, j'attendais ça avec impatience parce que
c'est un exercice en tant que monteur qui est extrêmement jubilatoire que de pouvoir s'amuser et de mettre en place le suspense avec des bons comédiens, une écriture quand même qui était très très précise et un décor aussi, le travail du décorateur qui est absolument fabuleux sur ce film et une équipe. Enfin, voilà, c'était pour moi, ça a été un grand 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 honneur que de m'amuser à retranscrire le suspense et cette manière d'étirer le temps. Ben, on va rentrer donc dans le vif du sujet et dans les arcanes du montage du long métrage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent voilà, ce que c'est en général le montage, mais qui ne savent pas concrètement ce qu'on y fait à l'intérieur. Donc déjà, quand vous commencez à travailler concrètement sur le film, c'est pendant le tournage, après ou même déjà avant, si vous aviez déjà des liens donc, avec Rémi Besançon? Alors moi, j'aime travailler sur le montage dès l'écriture du scénario. Le montage, c'est la dernière écriture et c'est une forme d'écriture. Donc pouvoir alors participer ou en tout cas m'imprégner véritablement de l'histoire depuis l'écriture du scénario et ses différentes versions, c'est très important pour moi parce que ça me permet de voir où sont les forces et les faiblesses que va vouloir poser un réalisateur. Et donc c'est essentiel pour moi, cette toute première étape qui est la naissance d'un imaginaire, d'une situation qui va être ensuite développé par la psychologie, par le casting, et qui évolue, puisque entre la toute première version de l'écriture d'un scénario, le réalisateur est souvent confronté à des tas de contraintes et il est obligé d'adapter son histoire avec les moyens qu'on lui donne. Donc l'histoire évolue déjà dans les différentes phases d'écriture, puisque suivant les moyens qu'il a, il peut plus ou moins se permettre de choses. Donc l'écriture est en constant mouvement et j'aime, moi, je suis là dès l'écriture, enfin le scénario et puis évidemment sur toute la phase du tournage et jusqu'à la remise finale du DCP, du master du film, parce que ouais, c'est un accompagnement qui est, ouais, qui est essentiel pour moi, du début jusqu'à la fin. Et donc, Euh, pendant le tournage, vous commencez déjà à recevoir des rushs et vous commencez déjà à pré-monter? je sais pas que c'est très important pour moi de voir les rushs au fur et à mesure qu'ils sont tournés. Donc, je commence dès le premier jour de tournage. Et dès le premier jour, c'est très important pour moi de regarder la totalité de ce qui a été fait jour par jour pour plusieurs raisons. La première, c'est que, alors c'est pas vrai pour tous les réalisateurs parce que il y a des réalisateurs qui n'ont pas ce besoin-là, mais voilà, la plupart quand même pour lesquels je travaille m'incluent dès le départ et parce que ça nous permet aussi d'avoir un dialogue euh, bah, quasi journalier, quoi, sur est-ce que tout ce qui a été tourné est suffisant, est-ce qu'il manque pas des choses, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment les comédiens se positionnent, enfin voilà, il y a plein de questions et c'est hyper intéressant pour un réalisateur, je trouve, de pouvoir en discuter avec une tierce personne qui va être en plus celle qui va réceptionner, recevoir, travailler toute cette matière. Mhm. Ce qui fait que oui, forcément, il y a une influence, je pense, du montage, oui, sur le tournage. Et Euh, je me demandais d'ailleurs, par exemple, vu que le tournage est encore en marche, est-ce que vous avez la possibilité de proposer donc aux équipes de tourner des éléments qui vous manqueraient? Bien sûr, D'accord, et donc vous bien. pouvez faire ces demandes et en fonction des budgets, ça peut se faire. Oui, oui, bien sûr, ça peut se faire, ou ça peut s'inclure dans les journées à venir, ou ça peut transformer un peu. Voilà, il y a être présent dès le tournage, ça permet aussi de voir là où vont être les forces du film et ses faiblesses, et de les ajuster, en fait, tout simplement.
parce que, bah oui, il arrive des jours où on peut pas forcément réussir à faire tout ce qu'on avait imaginé, donc on essaye de reporter sur une autre journée. Enfin, voilà, ça s'harmonise, quoi. Après, il n'y a pas de, euh, enfin voilà, c'est par la discussion qu'on arrive à se dire, tiens, ce serait marrant peut-être de faire plutôt comme ci, ou qu'elle puisse réagir plutôt comme ça, à tel moment, quoi. Hmm. Euh, Et une fois le tournage terminé, du coup, vous établissez une première version du film. La première version, elle durait combien de temps, du coup, en sachant que la version finale dure 1h44? Alors, ce que j'aime dans ce processus-là, c'est que quand le tournage est terminé, il existe déjà, on va dire une semaine après la fin du tournage, il existe déjà une première copie qui est vraiment le miroir du tournage et donc le miroir du scénario tel qu'il a été écrit sur Bazar, enfin le crime du troisième étage. La première version de montage, on était à peu près à 2h20, je crois. Ok. Ah Donc oui, on oui. avait dépassé les 2h, 2h15, 2h20. Ça, c'était notre toute première version du film complet. Pour arriver à un film final qui fait 1h40. Donc j'imagine que c'est aussi les distributeurs qui voulaient que le film fasse aussi moins de 2 heures. Il y a tout ça qui doit rentrer en Non, pas du compte. tout. Ah, pas ça? Ah non, Ok. non, non, pas du tout. Ah C'était non, non, donc non, plutôt non, une question de non. rythme qui a fait que vous avez en fait dégrossi à partir de là. Complètement. Le film a trouvé son rythme tout seul. Voilà, il y avait pas mal de répétitions au niveau des aventures rocambolesques qui ont été soit réduits, soit répartis de manière différente. Et puis le film s'est étendu, il s'est aussi étendu, c'est ça qui est étrange. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui se sont énormément allongées alors que le film s'est densifié, s'est rétréci. Euh, mais non, la durée, c'est celle du film. Elle a été imposée, bah, enfin, ni par les distributeurs, ni par le producteur. On a vraiment pu travailler dans une grande, grande liberté, une grande confiance que nous a fait Eric Gielman, le producteur, ou SND qu'on avait en distributeur, où vraiment tout le monde nous a laissé libre d'aboutir au meilleur film possible. Donc, et il a trouvé son rythme à force de travail. On sent beaucoup de ruptures de ton qui sont créées grâce au montage, je trouve, dans Le crime du troisième étage. Est-ce que ces éléments, ils étaient déjà présents au scénario? On a beaucoup utilisé le rythme que chacun des comédiens a pu nous donner, c'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à lier François et Colette, donc les deux personnages principaux qui sont joués par Gilles Lelouch et Laetitia Casta. Euh, le crime du troisième étage pour Rémi et l'histoire, c'est-à-dire cette suspicion de crime, tout ça n'était qu'un prétexte à une histoire d'amour. Donc, C'est le on a MacGuffin. le fameux MacGuffin du film. Et donc, on s'est évertué à travailler la distance qu'il peut y avoir entre ces deux personnages au début du film et la manière dont ils vont avoir à se rapprocher progressivement pour presque ne faire plus qu'un dans la résolution de cette enquête. Donc, on les a liés et on les a soignés pour que l'un et l'autre ne soient qu'un espèce de fluide. Les ruptures de rythme, elles nous ont été beaucoup apportées par le jeu que nous a donné Guillaume Gallienne dans le rôle du voisin, Yann Kerbeck, qui lui a joué vraiment ce décalage malaisant euh, et qu'on a vraiment, pour le coup, plus qu'exploité. C'est-à-dire qu'on a créé aussi, sur ce jeu que nous a donné Guillaume Gallienne, un- des distances encore plus fortes pour créer ce grand décalage entre le couple. C'était une manière pour nous aussi de rapprocher le couple.
C'est ce contretemps posé par le voisin qui nous a permis de rapprocher le couple dans sa quête. Donc, c'est le jeu des comédiens qui a permis aussi ces ruptures de rythme sur lesquelles on s'est appuyé. Et de même, faire monter le suspense, surtout dans un film qui se compare à Hitchcock, ça doit être un sacré challenge. Comment vous avez travaillé tous ces moments et comment vous avez trouvé le juste dosage? Je pense par exemple à la scène où Laetitia Casta donc, fouille dans le bureau en parallèle de la pièce de théâtre qui se joue et qui fonctionne assez bien. Ouais, bah parce qu'après, moi je suis vraiment une grande fan, bah, comme le personnage de Colette déjà d'Hitchcock et ça a nourri pour le coup mon enfance et mon adolescence. Donc j'en ai beaucoup revu et j'étais très étonnée de voir à quel point il arrivait à étendre de par le montage parallèle et la construction d'un montage ouais, complètement parallèle. Donc vous avez révisé votre Hitchcock et ça s'est bien passé ensuite. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, c'est le montage parallèle qui permet ça. C'est le montage parallèle et le temps finalement que Colette passe à fouiller le bureau est très court quand on prend le temps de revoir la scène. Hmm. C'est assez simple ce qu'elle fait, hein. Elle fait trois actions. Mais le fait de jouer cette triangulaire, le fait d'étendre et le fait de revenir à chaque fois, on a l'impression que ça dure très longtemps. Et on est dans cette envie, évidemment, de spectateur d'aller très vite, parce que si elle ne va pas vite, bah, elle risque de se faire attraper par Yann Kerbeck, Hmm. hein, qui a bien compris ce qu'elle était en train de faire et qui n'a qu'une envie, c'est venir l'en empêcher. Donc, non, non, on s'est beaucoup amusé. Après, c'est une technique que moi, j'avais utilisée dans d'autres films pour d'autres raisons. J'ai fait aussi pas mal de films d'action. Et en action, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire comment est-ce qu'on étire, on étire l'action pour arriver au chaos complet. C'est le système. Ridley Scott l'a utilisé à merveille dans Robin des Bois. C'est assez simple. C'est jusqu'à quel point on tire un, un arc et à quel moment on choisit de lâcher la corde pour lancer la flèche. Et c'est pas le moment où la flèche part qui compte, c'est le temps qu'on met à étirer, étirer, étirer l'arc C'est avant le lâcher prise. C'est hyper intéressant parce que ce que vous dites là, et on reviendra d'ailleurs un petit peu sur votre profil effectivement de monteuse de films de cinéma d'action, mais on y reviendra juste après. Je voulais aussi, pour rester sur le crime du troisième étage, savoir quand donc vous êtes dans cette phase de montage, une fois qu'il y a la première version qui est faite, Rémi Besançon, il est en votre compagnie, il est là, et comment se passe le travail en fait avec le metteur en scène? Oh, il est là tout le temps, Rémi. Il est là tout le temps. On se parle tous les jours. On n'est pas tout le temps ensemble en salle de montage, mais on est tout le temps ensemble. Voilà. Et Rémi, il aime s'amuser aussi au montage. Donc, il s'amuse parfois de son côté à monter des choses qu'on va échanger, sur lesquelles on va rebondir. Donc, oui, c'est assez. C'est pas. Enfin, on est tout le temps ensemble, mais voilà, sans être forcément physiquement l'un et l'autre. On n'est pas dans un truc lourd au point que voilà. Hmm. Moi, enfin, j'aime que le montage soit libre. On ne sait pas très bien comment le temps que peuvent prendre certaines choses. Donc, j'aime travailler seule. J'aime aussi, évidemment, partager beaucoup de choses avec Rémi. Et je pense que de garder aussi un réalisateur tout le temps au montage, c'est pas forcément facile pour lui parce que, bon, il y a certaines recherches ou certaines choses à mettre en place qui prennent un certain temps. Et c'est bien, enfin voilà, on alterne en fait les temps de présence, les temps de réflexion, les temps de discussion, pour que ce soit le plus ludique et le plus agréable possible. Et il y a d'autres liens avec d'autres membres de l'équipe. Je pense par exemple à la musique. Ici, elle est composée par Laurent Pérez Delmar. Parce qu'un mauvais montage peut vite détruire une bonne musique et l'inverse aussi est possible. Donc, est-ce Ouais. qu'il y a du dialogue là aussi? Ah ben Laurent, il est là dès le début, il est là dès le tournage.
Et on réfléchit ensemble. On avait fait ça pour le précédent aussi. On cherche déjà beaucoup quelle peut être la meilleure couleur du film. Bon, sur le crime du troisième étage, c'était évidemment assez simple parce que on avait évidemment Berman en tout tête. Bergman en tête. Donc évidemment, j'ai commencé à monter euh, avec cette musique-là pendant que Laurent composait et comment est-ce qu'on voilà on a et puis petit à petit les choses se mettent en place. Moi, peut-être parce que j'ai commencé par la musique, mais enfin c'est mon pilier, c'est la chose la plus importante pour moi et je laisse une énorme place à la création de la musique à tel point que je préfère recaler l'image sur la musique que forcer la musique À à rentrer dans trop. l'image, ouais. Ah oui, ouais, parce que je trouve que c'est un risque qu'on prend d'abîmer l'harmonie naturelle d'une musique. Et voilà. Là, ça n'a pas été le cas, puisque le montage, Laurent, c'est aussi basé sur le montage au fur et à mesure de sa fabrication. Donc la musique a vraiment évolué avec le montage. Il a fait un travail formidable parce que il a réussi à nous amener toute la subtilité qu'on attendait, dans une modernité quand même, puisque il a dépassé pour moi l'exercice. Et voilà, ça a été assez magique, l'union de la musique et des images de Pierre Cotreau, qui est le chef opérateur, qui a lui-même fait un travail formidable. Ouais, ça s'est fait assez naturellement pour une raison très simple, c'est qu'on y a tous mis beaucoup de cœur. C'est la force de Rémi, c'est de réunir des gens, c'est comme une famille en fait. C'est des gens qui travaillent avec le cœur avant tout. Et, et ça, je dois avouer que ça se ressent et ça marche plutôt très bien. J'en profite aussi pour saluer une personne du coup qui a travaillé avec vous sur le film, qui était votre assistant, Titouan Robert, et qui était Ouais, à l'époque, en fait, il faisait partie de l'émission The Cinema Show avec nous. Et ça nous d'accord. fait très plaisir de le voir du coup au casting, au générique. Ah bah alors, j'en profite pour le remercier parce que c'était une toute première rencontre pour moi, Titouan. J'ai eu un assistant formidable pendant plusieurs années qui est en train de devenir monteur, euh, et que j'encourage à devenir monteur. Donc ça a été un nouveau casting pour moi, nouvelle recherche d'assistant. Et c'était nouveau dans la manière pour moi de travailler parce que Titouan m'a énormément apporté. C'est un grand fan de musique aussi. Ouais. C'est un garçon qui passe beaucoup, beaucoup de temps à la Philharmonie et qui m'a énormément aidé sur trouver voilà, les bonnes références, qui m'a énormément accompagné au niveau du son. Et oui, qui a su voilà, vraiment apporter beaucoup de choses au film et qui ne s'est pas cantonné au simple rôle on va dire, de l'assistant classique qui traite et synchronise les rushs, quoi. Il est allé bien au-delà très très belle collaboration. Je le reconnais bien dans le portrait que vous faites. Bon, il est passionné, il est comme moi, il est passionné. C'est un garçon qui compte pas son temps et voilà, qui sait qu'on a mille richesses à aller chercher, trouver pour habiller les films. Donc, il a fait ce job-là merveilleusement et je l'en remercie. J'aimerais quitter un peu le crime du troisième étage maintenant pour nous intéresser donc au montage de façon plus générale. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, le montage, on le considère souvent comme une troisième réalisation. Est-ce que vous pensez qu'on peut rattraper du coup un mauvais film au tournage au montage? On peut fabriquer des films avec le montage. On peut Ouais. tout changer. On peut tout changer. Et on peut tout changer, on peut vraiment. Non, c'est un terrain de Et jeu extraordinaire, le montage. On peut vraiment faire voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. En tout cas, donner l'illusion de. Oui, oui, véritablement. mais sans citer tout ça, ça vous est déjà arrivé du coup de récupérer des rushs et de vous dire ouf. Bah, je pense que les spectateurs seraient très étonnés de voir des rushs d'un film en général parce que ça ressemble absolument pas
aux films qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est en connaissant cette matière de rush qu'on mesure à quel point, oui, le montage est vraiment important et déterminant. C'est vraiment un travail qui demande beaucoup de précision, ouais, d'imagination aussi, parce qu'il faut pouvoir imaginer comment est-ce qu'on peut fabriquer ou étendre des situations. Alors, il y a des films qui s'y prêtent mieux que d'autres. Il y a des films qui fonctionnent aussi tout seuls, hein, et qui n'ont pas besoin d'un montage extraordinaire. Et puis, il y a des films qui sont fabriqués au montage. Donc, je peux pas dire qu'il y a de bons ou de mauvais films. Mais il y a des films qui demandent, voilà, un grand travail de montage, oui, pour être, tout simplement. Ouais, du coup, vous avez, dans ces cas-là, vous avez quand même un espace de liberté un peu plus grand pour faire, pour imaginer des choses. Bah oui, mais c'est surtout que quand on a trois lignes qui racontent, enfin voilà, des actions qui peuvent être complètement extraordinaires ou quasi impossibles et qu'il faut les mettre en place par le montage, ouais, ça alors c'est l'action, hein, c'est beaucoup le film d'action évidemment qui a besoin de toutes ces ruses parce que c'est de la fabrication, on fabrique les distances, on triche quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup la réalité. Euh, mais après, non, il y a aussi des films je pense à des films qui peuvent être sur la tension, justement, où on va réussir de par une présence, une ambiance sonore extrêmement dramatique, une musique et des temps qui sortent un peu de l'ordinaire à travailler et à fabriquer ce qu'on appelle des atmosphères. Donc oui, le montage fabrique les films, oui. Véritablement. Vous avez reparlé un petit peu de cinéma d'action, donc on va y aller cette fois-ci. C'est vrai que vous avez Ok, un profil qui détonne un petit peu dans le cinéma français, puisque vous avez beaucoup monté de films d'action, et en particulier avec des bagnoles. Go c'est ça. Fast, Overdrive, la trilogie Balles perdues par exemple. Qu'est-ce qui vous attire dans le cinéma d'action? Alors, je ne sais pas, faudrait poser la question aux réalisateurs qui ont eu envie de travailler avec moi, parce que ça reste un grand mystère pour moi. Faut savoir que je suis cycliste et ma passion, c'est de marcher dans la nature. Je viens de la danse, ou en tout cas de la gym, qui est un peu plus acrobatique que la danse. J'aurais rêvé monter des films de danse, j'aurais rêvé monter des films, et d'ailleurs c'est un appel à certains réalisateurs. J'ai pas encore trouvé mon, mon, le réalisateur qui correspond à ma vraie sensibilité. Alors je ne sais pas du tout ce qui a bien pu se passer avec le film d'action et ce pourquoi je sais pas. Franchement, je me suis souvent posé la question. Euh, j'ai toujours considéré que derrière tout ça, il y avait une très belle chorégraphie. Et faute d'avoir des danseurs, j'ai eu des voitures. Donc, je me suis amusée avec ce qu'on m'a donné et je l'ai plutôt bien fait. Et j'y ai trouvé une très belle musicalité, en fait. Donc, je pense que j'ai transposé mon rêve de chorégraphe au film d'action et c'est ce qui m'a permis d'en faire plusieurs parce que comme c'est que de la fabrication, c'est assez marrant à faire, hein, Ouais. véritablement. C'est vrai que c'est très lié de toute façon, la danse et les chorégraphies de cinéma d'action. Alors là, c'est des chorégraphies avec des voitures souvent, mais c'est vrai qu'il y a un lien. Et moi, on m'a dit aussi que vous rêviez de monter un Superman. C'est vrai ou Oui, pas? oui, tout à fait. Ah oui, oui, parce que moi oui, oui, j'adore cette dimension aussi enfin, pas tant de super-héros. Si j'avais véritablement le choix, je préférerais monter un James Bond qu'un Superman. Ok. Euh, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment été fascinée pendant très longtemps par ces premières scènes d'ouverture à la James Bond, qui étaient à chaque fois d'un cran assez exceptionnel.
J'ai aussi beaucoup d'admiration pour les films de Ridley Scott, parce que je sais que c'est aussi des choses qui se fabriquent au montage et que ça m'intrigue. Euh, Après, honnêtement, je rêve véritablement de faire un film qui puisse être très simple, très riche émotionnellement, plutôt dramatique et qui ne s'appuie pas forcément sur tous ces artifices, parce que c'est de l'artifice, hein, véritablement. Après, je dois dire aussi que je suis assez fascinée par le mouvement de caméra. J'ai beaucoup appris avec des tas de réalisateurs justement issus de la publicité, des grands noms de la publicité, de par le monde entier qui m'ont... euh, Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir travailler très jeune une matière de rush assez incroyable et d'en avoir énormément. Donc, c'est toutes ces expériences, je pense, qui m'ont amené au film d'action, qui m'ont amené à savoir voir, repérer, apprécier chaque détail pour décupler l'action et la rendre phénoménale. Et est-ce que vous regrettez que ce genre de film, les films d'action, soient souvent mis de côté par rapport aux films un peu plus intellectuels? Je parle surtout en France, hein, c'est un truc très français ça. Oui, mais parce que c'est un problème d'écriture, tout simplement, quoi. Euh, Comme en France, soit on fait un film d'action et on base tout sur l'action et il y a le récit narratif est finalement très faible. Là où je trouve qu'on a des récits dramatiques qui peuvent être intéressants, mais où il n'y a pas du tout d'action, c'est un problème d'équilibre en fait. Et il serait bon qu'on puisse enfin associer les deux. On a la capacité de le faire, hein. C'est juste des intentions de départ, du travail. Et mettre des personnages en danger dans des scènes d'action extraordinaires, c'est une chose. Mais voilà, travailler une belle dramaturgie et des dialogues voilà, qui ont du sens derrière, ça me paraît pas impossible. Après, on l'a rarement fait, ça c'est vrai. En France, en tout cas. Faut faire écrire un film d'action par Guillaume Pierret et Arnaud Desplechin ensemble à ce moment-là. Oui, eh ben pourquoi pas? Pourquoi C'est une pas? bonne Parce idée. que Guillaume Perret, il est, alors là pour le coup, c'est un réalisateur assez extraordinaire et fabuleux pour moi parce qu'il s'évertue à travailler la réalité de l'action parce qu'il tourne réellement ce qu'on voit. Et c'est un garçon qui travaille sans effets spéciaux et qui a une très belle, lui, écriture narrative de l'action. Mais oui, bien sûr qu'on pourrait imaginer des collaborations et enrichir l'un de l'autre, quoi. Guillaume Pierret, donc, qui est le réalisateur de la trilogie Balle perdue, et que nous, on avait reçu aussi pour le deuxième Balle perdue, je crois, il me semble, dans l'émission. Le métier de monteur, c'est un métier qui, historiquement, était quand même assez féminin. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je dirais qu'on est probablement à 50-50, mais c'est vrai que les hommes ont pris une très grande place, là où ils en avaient peu au départ. Euh, J'aime quand même raconter cette histoire. Il faut savoir pourquoi, hein. C'est assez simple. À l'origine, le montage était vraiment 100% féminin. Pourquoi? Parce que les monteuses en traditionnel étaient vraiment les petites mains. Euh, on était vraiment les couturières du grand créateur de mode, en fait. Quand aux États-Unis, les réalisateurs ont perdu le final cut, c'est-à-dire leur droit à préserver le montage, qu'il a été repris par les producteurs. À ce moment-là, les producteurs ont préféré s'associer à des monteurs masculins et ont Ok. laissé tomber le côté féminin. Je dirais que les monteuses, en général, ont une discrétion que les monteurs ont moins. Et on, oui, on a peut-être moins cet art de se mettre en avant ou de défendre et on est vraiment... Ouais, je pense que les femmes au montage sont beaucoup plus dans l'ombre des réalisateurs, ce qui leur convient bien. Et on a perdu cette place le jour où les producteurs ont récupéré la main
sur le montage. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui parce qu'il y a des producteurs formidables. Moi, j'ai rencontré des producteurs formidables qui sont très attachés à travailler avec des femmes et tout n'est pas ni blanc ni noir, mais, euh, mais en tout cas, l'histoire vient de là. Ok, bah vous m'avez appris un truc parce que donc je savais par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient monteuses, mais je savais pas comment ça avait évolué avec donc les producteurs qui avaient récupéré le Final Cut, donc c'est cool Ouais. de l'apprendre aussi. Et le métier en France en 2026, il se trouve dans quel état? Oh, on est beaucoup monteurs, je pense beaucoup trop. Et il est assez vaste en fait parce que j'ai l'impression que moi je me situe dans la génération intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai au-dessus de moi vraiment voilà, des monteurs qui ont été, qui étaient au départ quasiment au camp traditionnel, qui sont passés au montage virtuel. Et puis j'ai vraiment maintenant derrière moi la génération des jeunes monteurs qui travaillent tout autre manière. Le virtuel a permis beaucoup de choses, a permis une accessibilité qu'on n'avait pas auparavant quand j'ai démarré. Euh, et il permet une chose formidable, c'est qu'on peut faire autant de copies de travail de montage qu'on veut. Donc il n'y a plus cette peur de monter aujourd'hui que j'ai pu avoir moi quand j'ai commencé, parce que c'était très précieux, on avait un temps qui était très court, enfin voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus ça chez la jeune génération et je trouve ça formidable. Après, il y a, comme dans tous les domaines, hein, celui de la photographie, où on est dans une drôle de génération où il y a aussi beaucoup d'imposteurs, il faut le dire qui savent utiliser les autres pour se mettre en avant, qui sont pas forcément des bons monteurs. Euh, et c'est pas en allant très vite et sans dérocher, en allant prendre un peu à droite, un peu à gauche et en faisant une espèce de choses comme ça très qu'on arrive à bien mener les émotions d'un film à long terme, je trouve. Donc, je trouve que le montage est à l'image de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a vraiment tout et n'importe quoi, quoi. Euh, et je suis parfois effarée quand je suis dans le train et que je vois les gens regarder les films. Je me dis déjà qu'ils ont beaucoup de chance parce que moi, généralement, je regarde des rushs dans le train. Je regarde pas. Mais quand je regarde ces films de loin, sans le son, et où je me dis, oh là là, mais mon Dieu, mais c'est catastrophique, quoi, parce que, enfin, pourquoi, à quoi bon s'appliquer quand on voit qu'aujourd'hui, bon, voilà, les gens consomment beaucoup. Il y a quand même des tas de choses, enfin, des séries ou des choses qui sont quand même pas forcément très jolies à regarder, je trouve, et où je me dis, ah ouais, ok, d'accord, bon. Et on parle beaucoup de l'intelligence artificielle aussi dans tous les corps de métiers liés à l'image. Vous, au montage, c'est quelque chose qui vous effraie? C'est quelque chose que vous utilisez? Ah, moi, ça m'effraie pas du tout, hein. J'aimerais beaucoup qu'elle puisse nous aider, mais en tout cas, elle n'est pas là de le faire parce que jeter des rushs en l'air pour voir un montage retomber, non, je vois pas. Alors, enfin, je vois pas, si, je vois très bien. Je vois très bien que là où on avait, enfin, je veux dire, elle peut très bien monter un champ contre champ très rapidement. Si on lui donne deux prises, ça, Hmm. il y a aucun problème. Mais après, aller chercher vraiment la délicatesse, l'IA n'a pas d'émotion pour moi et le montage est une transcription narrative des émotions. L'IA, pour moi, c'est comme une espèce de grand robot qu'on nourrit et qui restitue certaines choses plus ou moins bien. Alors, elle nous aide. Je pense qu'il faut qu'on l'utilise, ça c'est vrai. Elle nous aide aujourd'hui pour maqueter des voix. Elle nous aide aujourd'hui pour gagner du temps à certains moments. Elle nous aide aujourd'hui pour faire des recherches. Mais elle nous aide véritablement. J'en ai pas peur parce que je pense c'est très bien qu'on l'utilise, mais je pense pas qu'elle puisse. Prendre notre place.
Non, parce déjà, elle a pas notre incertitude. Elle est très sûre d'elle. Hmm. Et je pense que c'est aussi cette incertitude que l'homme peut porter, sa fragilité, qui fait également notre force. Euh, voilà, je la trouve beaucoup plus inquiétante dans le domaine des effets spéciaux qu'au niveau du montage. Musicalement, voilà, il y a quand même des choses qui sortent qui sont bon. Mais non, au niveau du montage, voilà, après peut-être je me trompe On n'est pas les plus à plaindre là, alors, pour l'instant. non, pour l'instant Hmm. ça va. Pour Et l'instant ça va. souvent, je demande aux cinéastes qu'on reçoit, pardon, s'ils ont été influencés par dans leur carrière par d'autres réalisateurs. Vous, je vais plutôt essayer de vous demander des noms de monteurs ou monteuses. Est-ce qu'il y a il y a des monteurs qui vous ont influencé? C'est quoi les grands noms du montage pour vous? Bah, forcément Thelma Schoonmaker, qui est la monteuse de Martin Hmm. Scorsese, qui est de loin, devant tous les autres, pour moi, un exemple extraordinaire. Aussi probablement parce que la plupart des films quand même de Martin Scorsese ont été montés en pellicule, en traditionnel, donc il n'existe qu'une seule copie. C'est ce qui me rassure encore aujourd'hui à travailler avec de la photographie avant d'aller vers les rushs. Je travaille beaucoup moi avec des séquenciers photographiques pour essayer de comprendre véritablement comment le film fonctionne. Et je pense souvent à cet apprentissage que j'ai eu la chance d'avoir aussi en traditionnel. Euh, et puis côté français, on a des monteurs quand même assez extraordinaires. Voilà, je pense à Hervé Schneider, qui est un des premiers monteurs français que j'ai rencontré, qui m'a beaucoup aidé, ouais, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup appris, qui est notamment le monteur d'Amélie Poulain. Ok. Euh, et mais aussi, voilà, qui est aussi un des rares monteurs français qui a eu la chance de monter un très bel Alien. Euh, donc voilà, je pense à Hervé. Et puis après, plein d'autres monteurs que j'ai rencontrés, mais dans le domaine plus du film publicitaire, qui m'ont appris beaucoup de ruses, beaucoup de choses. Ah bah, vous avez une petite ruse là à nous lisser comme ça, à ceux qui feraient du montage et qui écouteraient? Bah, c'est l'art de la retenue, ouais. C'est savoir retenir et jouer aussi d'astuces pour retenir et multiplier. Balle perdue, c'est un très joli exemple pour ça, dans la multiplication ou pour les gens qui connaissent. Je me souviens quand j'ai rencontré Guillaume et qui m'a je lis le scénario et je me retrouve sur cette scène finale du Bal perdu 1, qui est une course-poursuite sur le quai de De Sète. 7, ouais. Et la course-poursuite à l'écriture doit durer 5 à 6 pages. Et je me dis, mais dans quel décor il va bien pouvoir faire ça et faire durer cette action aussi longtemps, quoi. Parce que on va avoir besoin d'une... Et quand il m'a annoncé son décor, j'y ai pas cru en me disant, mais tu plaisantes, c'est tout petit. C'est minuscule. Et comment est-ce qu'on va faire? Et il m'a dit, ben voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Et on a, et voilà, je pense que ça ne se sent pas, mais on a forcément étendu les distances. Donc, l'art de retenir et de multiplier, amusez-vous à fabriquer autant de portions de route que vous voulez, ou de tunnels à passer, et vous verrez que c'est assez étonnant. Le clip m'a permis aussi ça, d'un super clip que j'avais monté pour Bicep, où le producteur m'avait appelé en me disant, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui descend 51 étages d'un escalier sans fin. Au tournage, je n'en aurai que 2 étages. Est-ce que tu penses que tu peux me faire un... Et voilà. Et donc, entre extension d'escalier ou de tunnel ou de portions de route, et de répétition aussi liées à la gestuelle rythmique que peuvent utiliser les danseurs. C'est des astuces suffisantes si on veut avoir envie de s'amuser avec le montage.
Oui, je confirme. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet actuellement? Ou est-ce qu'il y a des Non, projets qui vont sortir? non, non. Là, il y a eu. Non, là, le film que j'ai fait avant Rémi, enfin avant le film de Rémi, qui n'a rien à voir et qui est assez magnifique justement dans l'art de la répétition parce que ça se passe en cuisine. Donc, c'était une autre manière de jongler avec l'action. Et pour la petite histoire, je suis passée. En- le film précédent, le film de Guillaume Pierret, avait 120 heures de rush. Et là, j'ai un réalisateur qui m'a ramené 12 heures de rush qu'il avait tourné à New York. Euh, et avec lequel on a réussi à faire un très joli film qui s'appelle Mam. Ça se passe donc dans une cuisine new-yorkaise. Et il est actuellement en train de faire le tour des festivals. On a déjà remporté un prix à San Sebastian avec. Ok. Et je pense très très fort à eux là en ce moment parce qu'ils sont actuellement à Austin. Le film a été sélectionné à Austin. Et j'espère que les Français auront aussi la chance de le voir et que certains distributeurs français auront le courage de le distribuer en France. C'est un très très bel exercice et un très très chouette film indépendant pour le coup. Ouais, c'est noté. Et le dérush a dû être donc beaucoup plus court, j'imagine. Alors le dérush a été plus court, mais le montage a été beaucoup plus long. Ah oui. Ah bah Et oui. la réécriture, et la réécriture surtout, là, pour le coup, après tournage, a été assez longue. Voilà, parce on a beaucoup, beaucoup étendu l'idée du scénario d'origine pour arriver à un film qui fait 1h20. Ouais, faut être fort pour toutes les situations quand on est monteur et monteuse, qu'on ait beaucoup Oui, de c'est rush ou ça. très peu. Oui, c'est ça. Ah bah oui, oui, parce qu'après, faut pas se faire noyer par les rushs quand on en a beaucoup. Et puis après, il faut savoir très bien exploiter Mm. une matière aussi qui peut paraître faible et qui doit s'avérer être aussi riche que les autres. Ouais, c'est artistique, mais en même temps, il y a beaucoup de travail dans le cerveau, d'organisation, tout ça, de sentir les choses aussi. Donc, ouais, c'est un beau métier pour ça aussi. Euh, Oui, Dans The Cinema Show, on termine toujours par la même question. Et cette question, c'est oui. la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou à la maison et que vous Mhm. aimeriez recommander, en fait? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'adore les films de Joachim Trier. Donc, j'ai adoré évidemment Valeurs sentimentales l'année dernière. Maintenant, je vais parler d'un film que les spectateurs vont découvrir mercredi prochain, Ouais. qui sort le 11 mars, qui est un bijou et un bijou de réalisation et un bijou de montage, véritablement, qui est Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli à venir. Et là, vraiment, j'incite les auditeurs à le découvrir. Ah, vous avez eu de Et la chance, donc vous l'avez déjà vu. oui, oui, je l'ai déjà vu, oui. Ok, et Mm. ben on prend note. Et ben nous, on en parlera d'ailleurs ouais, la semaine prochaine dans l'émission. Donc, parfaite Ah, transition ok. pour ça. Ah ben voilà, c'est pas ok alors, je savais pas, mais voilà, ça s'appelle une synchronicité. C'est ça. Et on vous rappelle du coup aussi que Le Crime du troisième étage, mise en scène par Rémi Besançon et monté par Sophie Fourdrinois, notre invitée, est toujours en salle. Merci Sophie de nous avoir accordé ce moment en votre compagnie. Ben, merci à vous, merci pour vos questions et votre attention surtout. Can she be late for her cinema show? Cinema show.